Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Relativement à votre question, le bail est un contrat de location. C'est un immeuble ici qui est loué. Parce qu'on parle en général de location. Mais quand ça concerne des immeubles, l'appellation c'est bail. Un bail des baux. Donc quand ça concerne des immeubles. Maintenant, dans cette famille de contrats de bail, il y a l'usage, mais aussi il y a les droits qui justifient que ces contrats puissent être rangés dans des catégories. Quand le bail accorde un droit réel, on parle de bail amphithéotique, avec ses variantes, le bail amphithéotique classique, le bail à construction, le bail à réhabilitation. Quand c'est par rapport à l'usage maintenant qui est fait du local, c'est là où on retrouve la distinction entre le bail à usage d'habitation et le bail à usage professionnel. Donc le bail à usage d'habitation, c'est un bail où les locaux ont un usage d'habitation. Par opposition au bail à usage professionnel, où les locaux, leur usage, c'est une activité professionnelle. Quelle que soit l'activité professionnelle, le bail sera appelé bail à usage professionnel. Maintenant, les régimes ne sont pas les mêmes. Quand nous parlons du bail à usage d'habitation, c'est le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal qui est compétent. Quand nous parlons par contre du bail à usage professionnel, c'est l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général qui est compétent. Merci beaucoup, professeur. C'est bon à savoir. Donc, il y a une distinction qui est faite, effectivement, concernant le bail à usage d'habitation. Donc, on y habite. Le bail à usage professionnel, donc utilisé, comme il vient de le dire, à usage professionnel, à savoir industriel, commercial, artisanal, etc. Donc c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on peut noter une durée en fait, concernant une limite concernant la durée du bail? Est-ce que c'est des baux qui sont donnés à durée indéterminée ou bien c'est des durées déterminées? Par rapport à la durée, cela dépend du bail en question. Selon que nous sommes dans un bail à usage d'habitation ou bien dans un bail à usage professionnel. Dans le bail à usage professionnel, la durée est librement fixée par les parties. Ça peut être à durée déterminée, comme ça peut être à durée indéterminée. Mais quand c'est à durée déterminée, la durée est librement fixée par les parties. Par contre, quand c'est un bail à usage d'habitation, là aussi, certes, ça peut être à durée déterminée, ça peut aussi être à durée indéterminée. Mais quand c'est à durée déterminée, c'est 3 ans. Renouvelable par tacite reconduction. Le bail à durée déterminée à usage d'habitation, le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal nous fait comprendre que la durée est de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça ne peut pas être de 1 an, ça ne peut pas être de 2 ans, ça ne peut pas être de 4 ans. La jurisprudence sénégalaise a eu à se prononcer sur la question. Les juges ont considéré que si vous choisissez une durée autre que les 3 ans prévus par le COCC, le bail sera à durée indéterminée, avec les conséquences naturelles qui en découlent. Merci beaucoup, professeur. Là, c'est une précision très importante, parce que moi-même qui vous parle, j'ai eu à voir des baux à usage d'habitation d'une durée de 1 an. Je les ai vus. Et je pense qu'il va falloir écouter bien le professeur et vraiment formaliser tout ça, essayer de voir, de se conformer à la législation nationale en vigueur au Sénégal. Maintenant, concernant un principe qui est fort également, on parle de principe de consensualité quant à l'établissement du bail. C'est-à-dire le bail il est établi dès le seul échange de consentement. Mais d'accord, nous sommes d'accord avec ce principe, mais est-ce que ça permet de sécuriser aujourd'hui les parties? Est-ce qu'il ne serait pas mieux aujourd'hui de l'établir par écrit? Effectivement, dans les deux baux, le bail à usage d'habitation et le bail à usage professionnel, nous sommes devant des contrats consensuels. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le contrat est conclu dès qu'il y a l'accord de volonté entre les parties sans qu'on ait à respecter une quelconque formalité écrite. Ici, il n'y a pas d'écrit exigé à titre de validité. Il n'y en a pas. L'écrit qu'on peut retrouver dans le bail n'est là qu'à titre de preuve. Ce n'est pas une condition de validité, mais c'est une condition de preuve. Donc les parties ne sont même pas tenues de formaliser par écrit. Maintenant, quand les parties optent pour un bail verbal, le problème, ce sera sur le terrain de la preuve. Sachant que, par exemple, le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal nous fait comprendre que lorsqu'un contrat porte sur une somme supérieure ou égale à 20 000, il faut un écrit. Donc effectivement, dans le bail verbal, le débat de la preuve peut se poser. Mais j'aimerais préciser une chose, que le bail soit verbal ou écrit, obligatoirement, il doit faire l'objet d'un enregistrement.
Que le bail soit verbal ou écrit, obligatoirement, il doit faire l'objet d'un enregistrement. Donc, pour revenir à votre question, c'est la législation qui a considéré que dans les deux cas de figure, le bail pouvait être verbal. Quelque part, c'est pour un souci de célérité. On n'a pas exigé la formalité de l'écrit comme condition de validité. Maintenant, il y a des limites. Naturellement, tout contrat consensuel connaît des limites, surtout sur le terrain de la preuve, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. C'est très clair, professeur, et c'est encore beaucoup plus important ce que vous venez de dire. L'écrit n'est pas exigé, mais vous avez parlé d'un terme très important, c'est-à-dire l'enregistrement. Aujourd'hui, donc, on peut constater que l'écrit exigé, donc c'est juste une formalité d'efficacité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager également enregistrer quelque chose qui n'est pas écrit? Est-ce que matériellement, c'est faisable? Dans la pratique, ça se fait. Maintenant, il est vrai que dans la pratique, la plupart du temps, même les baux sont écrits. Mais je précise que cet écrit-là est juste un choix. Ce n'est pas obligatoire. Mais le législateur nous fait comprendre que quel que soit alpha, parce que c'est deux choses distinctes en réalité. Une chose, c'est le contrat. Une autre, c'est son enregistrement. D'accord? Donc, et prenons aussi en compte le contexte sénégalais dans lequel nous sommes. Si on avait exigé que le contrat de bail soit un contrat solennel, donc qu'il y ait un écrit à titre de validité. Nous sommes dans un pays qui n'est pas très fort en écrit aussi. Donc, il fallait faire le bilan coût, retenir l'écrit comme simple formalité de preuve, avec même des nuances et tout ça là, pour permettre au maximum de Sénégalais de ne pas être dans une situation d'insécurité. Tout à fait. C'est très important. On retient que c'est très, très important. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser une question. On en parle souvent, surtout pour le bail professionnel, c'est-à-dire le droit de renouvellement au bail. Dans quelles conditions aujourd'hui le preneur peut dire qu'il invoque un droit de renouvellement à ce bail? Oui, le droit de renouvellement au bail, c'est une atteinte à la liberté contractuelle. En droit des contrats, le principe, c'est que vous contractez librement. Le contrat qui prend fin, c'est librement que vous décidez de le renouveler ou pas. Si vous voulez aussi, vous prévoyez une clause de renouvellement du contrat. Si vous ne voulez, vous ne le prévoyez pas. C'est ça sur le terrain de la liberté. Par contre, quand on arrive dans les baux, aussi bien à usage d'habitation qu'à usage professionnel, là, c'est le législateur qui prévoit un droit au renouvellement de plein droit. Dans le bail à usage d'habitation, quand il est à durée déterminée, c'est renouvelable avec tacite reconduction. Si vous voulez, après, on pourra y revenir. Mais puisque votre question a beaucoup plus porté sur le bail à usage professionnel, là-bas, c'est lorsque le preneur n'est pas un entrepreneur. L'entrepreneur n'a pas un droit au renouvellement de plein droit. Par contre, si c'est un commerçant, il a un droit au renouvellement, comme les autres professionnels aussi. C'est seulement l'entrepreneur qui n'a pas ce droit-là. L'entrepreneur, pour qu'il puisse avoir le droit au renouvellement, il faut que le contrat l'ait prévu. Mais pour les autres preneurs, que le contrat l'ait prévu ou pas, si certaines conditions sont réunies, le preneur aura un droit au renouvellement de plein droit. Quelles sont ces conditions? Il faut qu'on soit dans un bail à usage professionnel, que le preneur ait exercé l'activité dans les locaux au moins pendant 2 ans. Quand on est dans un bail à usage professionnel et que le preneur a eu à exercer l'activité dans les locaux au moins pendant 2 ans, on lui reconnaît un droit au renouvellement du bail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on lui reconnaît le droit que si le bail arrive à terme, qu'il obtienne le renouvellement du contrat. Mais pour ce faire, il doit saisir le bailleur. Il doit lui notifier son intention de reconduire le contrat. Et quand il lui notifie son intention de reconduire le contrat, puisque c'est un droit qui lui est reconnu, et je dis bien, ce droit-là, si ces deux conditions-là sont réunies, c'est-à-dire la durée, l'exercice de l'activité dans les locaux pendant 2 ans, le bailleur est dans l'obligation de renouveler le contrat. S'il ne renouvelle pas le contrat, il devra verser au preneur, dans le bail à usage professionnel, ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. C'est une somme qu'il devra lui verser du fait qu'il n'ait pas renouvelé le contrat. Et le montant de cette indemnité d'éviction doit être fixé par les parties. En cas de désaccord, c'est le juge qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction. Mais vous savez, un bailleur peut se dire, oui, je vais renouveler, mais fixer un montant de loyer inaccessible au preneur. Donc, contourner l'obligation de renouveler.
Le législateur de l'OHADA nous dit, au moment du renouvellement, en cas de désaccord sur le nouveau montant des loyers, c'est le juge qui fixe le montant. Maintenant, une autre chose, le bailleur peut ne pas renouveler et ne pas avoir à verser une indemnité d'éviction. C'est dans 3 hypothèses. C'est lorsqu'il y a un motif grave et sérieux, exemple, un locataire qui ne satisfait pas ses obligations contractuelles, le bailleur peut dire « je ne renouvelle pas et je ne te verse pas une indemnité d'éviction ». Deuxième hypothèse, c'est lorsque le bailleur veut démolir et reconstruire. Il peut dire « je ne renouvelle pas parce que je veux démolir et reconstruire ». Cependant, dans un tel cas de figure, s'il démolit et veut reconstruire, il lui faut ne pas changer la destination et accorder une priorité au locataire. Sinon, il lui devra une indemnité d'éviction. Troisième et dernière situation, c'est par rapport aux locaux accessoires servant à l'habitation. Là-bas, on peut ne pas renouveler et n'avoir pas à verser l'indemnité d'éviction, si et seulement si c'est pour lui, le bailleur, venir y habiter, y faire habiter son conjoint, bien y faire habiter ses héritiers, ses descendants. Merci beaucoup, professeur. C'est très, très important. D'ailleurs, vous avez répondu à des questions que je devais poser et ce fut très clair. Maintenant, que ce soit également, bien sûr, d'un bail à usage d'habitation ou bien à usage professionnel, est-ce qu'aujourd'hui, le locataire est obligé de passer par un courtier parce qu'on se rend compte dans la pratique qu'on veut y faire passer ces preneurs-là ou bien ces locataires-là par un courtier? Est-ce légal? J'aimerais, si vous me permettez, il y a une pratique au Sénégal. Les courtiers, il y en a au Sénégal. Certains même sont allés jusqu'à penser que nous sommes dans un no man's land juridique, que ce n'est pas organisé. L'activité de courtage est organisée en droit sénégalais par l'acte uniforme portant droit commercial général. Le courtier est un intermédiaire de commerce. Le courtier est un commerçant avec des droits et des obligations. Les courtiers qui ne respectent pas les mesures prévues par l'acte uniforme sont considérés comme des commerçants de fait, avec les sanctions qui en découlent. Je voulais juste préciser cela. Pour revenir maintenant à votre question, qu'est-ce qu'un courtier en réalité? C'est quelqu'un qui a pour profession de rapprocher des gens pour que ces personnes-là contractent. C'est ça le courtage. Le courtier a pour activité professionnelle de rapprocher des gens dans le but de les permettre de pouvoir entrer en relation contractuelle. Donc ce n'est pas obligatoire de passer par un courtier. C'est une faculté. Aujourd'hui, en droit sénégalais, il n'y a aucun texte qui exige de passer par un courtier. C'est une faculté organisée par le droit contractuel. Maintenant, puisque c'est une simple faculté, le bailleur peut passer par un courtier pour avoir des preneurs, des locataires. Un locataire peut passer par un courtier pour retrouver un bailleur. Donc, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Obligatoire. Et bon, si je dis n'importe quoi, vous me corrigez. Normalement, celui qui passe par le courtier, c'est celui-là qui est obligé de rémunérer le courtier. Effectivement. Parce que le courtage, c'est un mandat. Je vous donne mandat de me chercher un potentiel co-contractant. Vous êtes alors le donneur d'ordre au courtier. C'est le donneur d'ordre qui paye le courtier. Et ce montant doit être discuté entre les parties. Mais qui est donneur d'ordre? Le donneur d'ordre, je viens de dire que ça peut être le bailleur, mais ça peut aussi être le preneur. Pour une même situation, ça peut être le bailleur et le preneur. Donc, un bailleur peut donner ordre à un courtier X, un locataire donner ordre au même courtier X. Le courtier X aura alors deux donneurs d'ordre. C'est les deux qui devront le rémunérer. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, le montant de la rémunération du courtier doit faire l'objet d'une discussion entre les deux parties. Merci beaucoup, professeur, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est comme une adhésion, en fait. On vous impose cela et vous êtes obligé d'y déférer simplement parce que vous voulez aller. Donc, on s'est rendu compte, surtout pour les entreprises également qui cherchent des locaux, aujourd'hui, le bailleur vous dit, passez par un intermédiaire qu'il a eu à prendre lui-même et pourtant on vous défalque des frais de commission obligatoirement. Et c'est là où tout le problème se pose. Je viens de dire tout à l'heure que dans la normalité, c'est celui qui a donné ordre au courtier de lui trouver un potentiel co-contractant qui doit payer le courtier. Et ce montant-là est négocié entre les parties. Donc si c'est le bailleur
qui a son courtier, qui a signé un contrat de mandat avec un courtier pour qu'il lui trouve un locataire, il appartiendrait au bailleur de le payer. D'accord? Si par contre, c'est au locataire de devoir payer. Il y a aussi une autre pratique, le fait de payer au courtier les frais de déplacement et tout ça là. Ça doit être d'un commun accord. Ce que la volonté commune a fait, c'est la volonté commune peut le faire. Et ce que la volonté commune a fait va tenir lieu de loi entre les parties. Donc les dépenses là, le remboursement de ces frais, de ces dépenses effectuées par le courtier, ça doit être d'un commun accord. Il faut que les parties aient trouvé un accord sur ça pour que le donneur d'ordre soit tenu de rembourser. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il faille aujourd'hui, pour ceux qui sont dans cette pratique-là, donc de revenir en tout cas envers vous, envers les professionnels, pour vraiment s'abreuver du droit des obligations, mais également du droit qui régit aujourd'hui ces domaines-là, parce qu'il s'agit de choses très importantes qu'il ne faut pas laisser de côté. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons également, professeur, au Sénégal, en 2014, voté une loi qui diminue les loyers. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de bilan de cette loi. Qu'en est-il aujourd'hui de cette loi? Malheureusement, je n'ai pas les données pour juger de l'effectivité de la norme, mais j'ai un problème par contre avec la loi de 2014. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une première fois. Le débat sur les loyers, ce n'est pas une première fois au Sénégal. Prenez rendez-vous avec la 172 du COCC en matière de bail à usage d'habitation. Le montant des loyers est réglementé. Il y a le décret de 77 qui a été modifié par celui de 81. Il y a aussi une loi de 81 qui est venue sanctionner les violations à la réglementation de la détermination des loyers. Mais là-bas, le fond du problème, c'est quoi? Est-ce que ces décrets, est-ce que cette loi ne sont pas tombés en désuétude? Pourquoi? Parce qu'il y avait des mesures d'accompagnement. La commission régionale qu'il fallait créer, les commissions régionales qui devaient être là pour pouvoir fixer le prix du mètre carré. L'État qui devait prendre un décret après, sur la base de ces travaux des commissions, pour fixer le mètre carré pour le pays, valeur du mètre carré qui allait être valable pour 2 ans, et que les bailleurs se réfèrent à ça pour déterminer le montant de leur loyer. Donc pour moi, aujourd'hui, le problème, en lieu et place de la loi de 2014, il nous faut dépoussiérer ce qui s'est passé en 1977 et en 81. Surtout que, à mon humble avis, ça accorde beaucoup plus de protection. Parce que quand une personne viole la loi, on ne règle pas le problème en allant chercher une autre loi qui allège. C'est mon humble avis sur la question. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Il faille vraiment revoir tout ça. Je ne sais pas s'il faut faire, si on peut l'appeler des assises concernant l'immobilier, mais il faut le faire et je pense que ça urge. Et pour le faire, il faudra venir ici au niveau de la faculté des droits, voir les maîtres tels que le professeur Cheikh Abdou Wahab Diagne pour vous éclairer par rapport à ces questions qui sont vraiment d'ordre prioritaire aujourd'hui dans la vie des Sénégalais. C'est très très important. Professeur, je pense qu'on a fait le tour. J'ai vraiment beaucoup d'autres questions à vous poser, mais nous avons un souci de temps. On ne veut vraiment pas trop abuser de votre temps. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est que nous avons été ravis aujourd'hui d'avoir été reçus par vous. Déjà, vous nous avez éclairé par rapport à beaucoup de zones d'ombre par rapport aujourd'hui à ces lois-là, par rapport au beau en général, si on peut dire ainsi. Maintenant, j'aimerais bien que vous nous dites votre dernier mot. Vous remercier parce que je me dis, c'est une obligation pour nous autres de contribuer tant soit peu à aider nos compatriotes à connaître leurs droits, mais aussi leurs obligations. Surtout concernant une matière comme l'immobilier. Dans beaucoup de pays, ça a été la source de guerre, la source de conflit. Donc si on peut modestement contribuer à aider, nous sommes preneurs et nous vous remercions de cette opportunité-là que vous avez eu à nous offrir aujourd'hui. Et aussi vous témoigner toute notre fierté, parce que le charme de l'enseignement, c'est de voir ceux qu'on a formés nous dépasser. Et je suis très fier alors aujourd'hui d'échanger avec vous. C'est nous qui sommes fiers aujourd'hui, professeur. Je me rappelle quand j'étais en master 2 en droit bancaire, vous nous avez vraiment inculqué des valeurs aujourd'hui. Vous n'avez pas été seulement notre enseignant, mais vous nous avez inculqué d'autres valeurs. Et bien avant cela, bien sûr, professeur, vous nous avez permis de faire des recherches.
au niveau des cours de la Cour suprême, de la Cour d'appel. Vraiment, vous avez trop contribué à notre réussite aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'on ne vous dépassera pas, vous serez toujours le maître. Pour reprendre, pour paraphraser mon cher ami Gilbert Faye qui disait le maître reste le maître, donc il faut suivre ses enseignements. Professeur, je vous le dis, vous serez maître, vous restez maître, et nous allons continuer à suivre vos enseignements. Mesdames et messieurs, vous avez vu, nous allons aujourd'hui parler avec un maître par rapport à un sujet important. C'était clair, c'était net, c'était limpide, et nous vous donnons rendez-vous à une fois. Merci beaucoup. Au revoir.